Alors, c'est quoi le pshat de Tu Bishvat? Pour ça, il faut aller voir la Mishnah. La Mishnah, c'est ce qu'on appelle la Torah du Niglé, donc celle qui est dévoilée, qui nous fournit en fait un premier aspect du concept. Mais c'est intéressant parce qu'à la fois, le mot Mishnah, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama, donc on va être l'aspect le plus profond. C'est-à-dire que dans l'aspect le plus simple, le plus extérieur, le plus premier en fait, il y a déjà enfoui l'aspect le plus profond. Et dans la Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah, Perek Aleph, Mishnah Aleph, on nous dit comme ça qu'il y a 4 nouvel an, d'accord? Et qu'un des nouvel an, c'est ce qu'on appelle le nouvel an des arbres. Donc Rosh Hashanah, la Ilan. Et selon Bet Shammai, ce sera le premier Shvat, selon Bet Hillel, ce sera le 15 Shvat, et le 15, en fait, ça se dit tout, d'accord? Tête et Vav, ça fait le chiffre 15, et donc tout Bishvat, ce sera le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an des arbres? D'accord, c'est pas les arbres qui fêtent un nouvel an, ça ne veut rien dire. Et donc en fait, c'est une date de halacha concernant les prélèvements des fruits. Selon la halacha, quelqu'un qui a récolté des fruits en Eretz Israël, seulement sur la terre d'Israël, doit faire des prélèvements. Donc une partie pour les nécessiteux, une partie pour le Kohen, il y a toutes sortes de calculs, c'est un petit peu compliqué, ça change en fonction des années, mais en tout cas, on ne peut pas consommer les fruits qui n'ont pas été prélevés selon la halakha. Et donc chaque année, il y a certains prélèvements à faire, et c'est très important de savoir si ce fruit-là appartient à telle année ou à telle année. Parce que s'il appartient à telle année, alors on a déjà fait les prélèvements et donc le fruit il est consommable. Alors que si ce fruit-là, en fait, il appartient à l'année d'après, alors du coup, il va falloir voir est-ce qu'on a fait les prélèvements ou pas. Donc en fait, il nous faut une sorte de limite, de deadline, il nous faut une date pour savoir, pour déterminer est-ce que ce fruit appartient à telle année de prélèvement ou à telle année de prélèvement, et cette date-là, eh bien, c'est tout Bishvat. Donc, ok, on a compris qu'il fallait une date pour savoir à quelle année de prélèvement ce fruit appartient, un petit peu comme quand on paye des impôts, d'accord? C'est du 1er janvier au 31 décembre, et ce qu'on a gagné le 1er janvier d'après, ben, ça appartient à l'année fiscale d'après. Très bien, mais pourquoi précisément cette date-là de Tu Bishvat, nous dit la Gemara, parce qu'en fait, à cette date de Tu Bishvat, c'est le début de la formation du fruit. On appelle ça en hébreu la Chanata. Chanata veut dire le moment où la majorité de la sève est déjà montée dans l'arbre, et finalement, c'est ça qui va engendrer 1 mois et demi, 2 mois plus tard, le fruit. Donc c'est déjà intéressant de voir que on part du principe que la formation du fruit, c'est quelque chose de totalement caché, de totalement intérieur. D'accord? C'est le monde de la sève. On dit, il n'y a rien à l'extérieur, mais le fruit, en fait, il est déjà là. Donc tous les fruits qui vont pousser après Tu Bishvat, on les considère comme faisant partie de l'année d'après. Et donc ça explique pourquoi pendant des centaines d'années, Tu Bishvat n'est pas vraiment fêté, puisque le peuple juif n'est pas sur sa terre, donc c'est une date qui n'a pas tellement de réalité, puisqu'on a arrêté de faire les lois des prélèvements. Et là, on peut se poser une question, comment ça se fait que dans Am Israël, depuis à peu près 300 ans, on a attribué à Tu Bishvat un aspect beaucoup plus festif, on va faire un seder de Tu Bishvat avec des fruits d'Eretz Israël, etc. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en fait ces 300 dernières années autour de Tu Bishvat et de la terre d'Israël. Alors pour essayer de comprendre c'est quoi ce réveil, il faut revenir en fait très longtemps en arrière lorsque Am Israël est dans le désert et qu'on envoie des explorateurs pour voir comment est la terre d'Israël. Et là, il va se passer un truc très bizarre, c'est que les 12 explorateurs qui vont partir vont ramener avec eux des fruits de la terre d'Israël. On nous raconte comme ça, ils ont ramené une grappe de raisin, une figue et une grenade. Et ils ont porté tout ça à 10 personnes. D'accord? La grappe de raisin, il fallait 8 personnes pour la porter. La figue, une personne. Et la grenade, une personne aussi. Donc en fait, il y en a 2 qui n'ont rien porté. C'est les 2 explorateurs qui n'ont pas en fait dit de la médisance de la terre d'Israël, c'est Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné. Eux, ils ont décidé de ne pas porter. Nous dit Rashi pourquoi ils ont décidé de ne pas porter? Parce qu'ils savaient qu'ils ramenaient ces fruits avec une mauvaise intention. Et là, il faut comprendre, ils arrivent vers les Bnei Israël en leur montrant des fruits mais totalement énormes, et c'est ces fruits-là qui doivent être un argument de ne pas rentrer sur la terre d'Israël. Et c'est un petit peu bizarre, parce qu'a priori, c'est un contre-argument. Quand on te montre des fruits aussi incroyables, quelque part, aussi qui sortent de l'ordinaire, mais dans le bon sens, alors a priori, au contraire, on a justement encore plus envie de faire ça alia et de monter en Eretz Israël.
Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête? Alors, première réponse de Rachi, c'est de dire, bah, regardez, vous voyez comment ces fruits sont énormes, et ben, sachez que les gens qui habitent là-bas sont tout aussi énormes, et du coup, ça fait peur, et on n'a pas envie de rentrer en Eretz Israël. Très bien. Deuxième réponse, c'est de dire, regardez la matérialité qu'il y a en Eretz Israël. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez vous investir pour avoir énormément de matière, avoir des fruits énormes, d'accord? C'est quoi des fruits? C'est le côté justement sucré. C'est même pas avoir du pain pour essayer de vivre. C'est vraiment le côté, on va dire, profit de la matière et de ce monde-ci. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez aller en Eretz Israël? Disent les explorateurs, alors qu'on est dans le désert, qu'on étudie la Torah de manière complètement miraculeuse. Est-ce que vous voulez vraiment vous investir dans la matière et donc avoir finalement un pays, un État, faire la guerre, tout ça pour avoir des gros fruits? En fait, c'est un manque de compréhension de ce qu'est la matière. La matière ne vient pas m'empêcher de réaliser mes aspirations spirituelles, mais au contraire, elle vient donner un socle, un réceptacle, une réalité physique à tous mes idéaux, finalement, pour pas que je reste seulement en théorie. Ça ressemble à un célibataire qui regarderait à quel point c'est compliqué, ça demande de la force d'éduquer, d'élever des enfants, et qui se dit, mais finalement, est-ce que je suis pas mieux? Est-ce que je peux pas mieux exprimer ma personnalité, qui je suis en étant célibataire? Du coup, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, j'ai pas à prendre en charge une autre personne, je peux bien mieux m'exprimer en tant que célibataire. C'est certain que c'est un manque de compréhension, c'est-à-dire que le monde du mariage et de la paternité, c'est énormément d'efforts, mais c'est des efforts qui viennent nous réaliser, qui viennent faire exister notre potentiel dans une réalité physique concrète. Il y a rien de plus grand que ça, en fait. Et donc, quelque part, ce réveil à tout Bishvat de tout le peuple juif qui dit finalement, on veut les fruits d'Israël, on veut revenir en Eretz Israël, et on veut s'investir même dans la matière afin de réaliser notre Torah, c'est quelque part une réparation de la faute des explorateurs. Et une fois que la faute des explorateurs est réparée, eh bien, le peuple peut revenir en Eretz Israël, s'installer, construire et se construire. Donc, on a l'habitude à tout Bishvat de faire un seder où on va consommer les 7 fruits qu'on attribue à la terre d'Israël pour se rappeler qu'on est venu ici pour se réaliser aussi bien au niveau individuel qu'en tant que nation.